Les ténors de la grande distribution se livrent aujourd'hui une guerre des prix sans merci. Dans le secteur agroalimentaire, tous les moyens sont bons pour gagner plus de clients. À savoir que les professionnels ont mis sur le marché des produits en revendiquant des effets santé, sans avoir les preuves. Que mangeons-nous vraiment? Quelle est la face cachée de notre alimentation? Et quels sont les effets des additifs et des arômes, sans parler des pesticides, sur notre santé? Il existe tout un tas de substances très difficiles à évaluer au plan toxicologique, car nous ne connaissons pas exactement les effets des interactions entre ces substances. La production de denrées alimentaires est devenue aujourd'hui un processus de haute technologie, assorti de tout un arsenal d'additifs que les industriels dissimulent volontiers. Dans cette grande surface de Berlin, Pia Kevenich et sa fille Laetitia viennent faire leurs courses pour un déjeuner rapide. À Paris, lorsque Violaine Donadello n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, elle achète de temps en temps des plats tout prêts. Ces deux mères de famille sont en quête de produits alimentaires sûrs et si possible sans additifs. Mais le choix s'avère difficile. Les emballages affichent toutes sortes de garanties de qualité, rédigées dans un jargon vantant la valeur nutritive des produits. Mais à y regarder de plus près, la liste des ingrédients a de quoi éveiller la méfiance. Ça, c'est un velouté aux champignons des bois. Et ça, une soupe sans matière grasse. Il y a de la farine blanche, des arômes. Tu vois, par exemple, dans celle-ci, il y a des arômes. Je trouve que plus il y a de choses dedans, moins c'est attirant. Il y a aussi de l'amidon modifié, du petit lait, de l'acidifiant. Et là, arômes, farine blanche et sucre. Je vais regarder peut-être d'ailleurs. Violaine Donadello n'est pas rassurée non plus. Alors ça, c'est une poêlée campagnarde avec un diphosphate disodique. De la viande bovine traitée en salaison, donc c'est aussi salé, et oui. Toujours des diphosphates, je ne sais quoi, des oignons préfrits, de l'huile, oui. L'association de consommateurs Foodwatch, basée à Berlin, passe au crible un panel d'aliments. Ensuite, elle recense et publie la liste des industriels qui affichent sur leurs produits des étiquetages susceptibles d'induire le consommateur en erreur. Chaque année, Foodwatch publie ainsi le hit parade des publicités trompeuses. Cette sauce tomate Bertolli, par exemple, annonce une recette améliorée. Il s'agit bien sûr d'une incitation à l'achat. Quand on la compare à la précédente, on s'aperçoit que la nouvelle est moins bonne. Elle contient des exhausteurs de goût, de l'acide citrique, et il y a moins de matières premières. La qualité de ce produit s'est donc dégradée, et pourtant, il est vendu comme une recette améliorée. Quand on demande au groupe Unilever pourquoi cette recette contient de l'acide citrique plutôt que du jus de citron, on nous explique que l'acide citrique contribue à donner un goût plus rond et évite une note d'acidité indésirable. Sur ce pot de cornichons Cuna, on peut lire « Fabriqué avec passion et avec les meilleurs ingrédients depuis 1772 ». Or, ils contiennent plein d'arômes artificiels. Ça n'a plus rien à voir avec une production traditionnelle. Et ils sont bien plus chers que les autres. Ce à quoi l'entreprise Kuhne répond « Sans arôme, il est impossible de garantir un niveau élevé de qualité ». Il y a de plus en plus d'additifs autorisés. On en compte aujourd'hui près de 400 entre les arômes artificiels, les acidifiants, les conservateurs et les colorants. Ce phénomène a pris de l'ampleur et la raison en est simple. Cela permet de réduire les coûts de production. Les matières premières représentent plus de 50% des coûts des denrées alimentaires. Donc, plus on travaille avec des arômes artificiels et des additifs, plus on économise sur le coût de ces matières premières.
Près de 400 additifs ont été analysés et définis dans la législation européenne. Les fabricants sont tenus de les étiqueter sur les emballages des produits. Mais à côté de ces additifs autorisés, l'industrie agroalimentaire dispose d'un arsenal de plus de 4000 substances, enzymes et additifs biochimiques qui n'ont pas besoin d'être déclarés. L'agroalimentaire fait appel à des systèmes et à des réactions biochimiques ainsi qu'à des systèmes physiques. Il faut avoir des connaissances en physique quantique pour comprendre de quoi il s'agit. C'est de la haute technologie. Or, on ne peut pas décrire ce genre de phénomène complexe avec des termes culinaires. Si un produit contient par exemple du butylhydroxyanisole, c'est le terme consacré en chimie, on ne peut pas le transposer dans le langage courant. Et quand les industriels ont recours aux microparticules, à l'osmose inverse, à l'échauffement diélectrique ou aux nanotechnologies, tout cela n'apparaîtra pas sur l'étiquetage, car ils sont contraints de déclarer seulement un certain nombre d'additifs. Les additifs alimentaires font l'objet d'une réglementation et ils ont été définis en 2000 par plusieurs directives de l'Union européenne. Cependant, ces directives semblent plutôt favorables à l'industrie. Au niveau européen, notre rôle est de transmettre aux consommateurs l'information minimum concernant les ingrédients principaux contenus dans les aliments. Si une entreprise souhaite aller plus loin et informer le consommateur en toute transparence, elle est libre de le faire. Mais aucune entreprise ne veut de son plein gré afficher sur l'étiquetage plus d'additifs que ne l'exige la réglementation européenne. Car bon nombre de ces additifs sont aujourd'hui mis sur la sellette. Informer le consommateur au sujet des additifs, c'est un progrès, assurément. Les additifs autorisés ont un code qui commence par la lettre E. Ainsi, le consommateur peut savoir quelles substances sont ajoutées dans les aliments. Mais cette information me semble insuffisante. Aujourd'hui, on constate un nombre croissant de réactions allergiques et d'intolérances liées à ces substances. C'est pour cela qu'il faudrait être très restrictif et se montrer très prudent lorsque l'on autorise tel ou tel additif. La moitié environ des additifs autorisés font l'objet d'une controverse au sujet de leurs effets sur la santé. Par exemple, il a été prouvé que le colorant azoïque contribuait à l'apparition du syndrome Zappel-Philippe chez les enfants, qui se traduit par une forte agitation motrice. Or, ce colorant n'est pas interdit. Si on soupçonne qu'une substance est néfaste, il est évident qu'il faut l'interdire. Ou alors, l'étiquetage devrait signaler qu'elle est susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé. Cela en dit long sur l'industrie agroalimentaire. Elle ne joue pas le jeu de la transparence. C'est nous qui prouvons toujours la dangerosité des additifs. À Berlin, dans le service allergie de la clinique universitaire La Charité, tous les problèmes d'allergie sont pris en charge. De plus en plus de personnes présentent des réactions adverses aux additifs, aux médicaments, au pollen et même à certains aliments. Katia Zeitz et Dennis Adler sont de jeunes parents inquiets pour la santé de leur fille de 2 ans. Il y a quelques jours, la petite Ruby a été victime d'un incident circulatoire présentant un risque vital. Ils viennent aujourd'hui consulter le professeur Kirsten Bayer, allergologue. Ruby était en période d'adaptation à la crèche. Ce jour-là, elle a mangé sur place à midi, puis je suis allée la chercher. De retour à la maison, je l'ai couchée, elle était déjà très agitée. Soudain, son visage s'est complètement déformé. Elle était boursouflée de partout. C'était sûrement un œdème. Et après, qu'avez-vous fait? On a été pris de panique parce que Ruby s'est effondrée dans sa poussette. Elle a perdu connaissance et son visage était toujours très déformé. On s'est dit qu'il fallait tout de suite foncer aux urgences parce qu'elle ne réagissait plus. Ensuite, elle a commencé à avoir des hauts le cœur. Elle avait de la mousse qui sortait de la bouche. Je l'ai aidée à vomir parce qu'elle n'y arrivait pas toute seule. Elle a fini par tout recracher en plusieurs fois. Ensuite, elle est devenue bleue. Ses mains et ses pieds sont devenus tout bleus. Son corps était très lourd et complètement relâché. Elle n'avait plus aucune tension dans les muscles. Je l'appelais tout le temps « Ruby, Ruby ». Elle a commencé aussi à loucher. Elle est revenue à elle quelques instants, puis elle a encore perdu connaissance. J'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. Katia Zeitz soupçonne vite qu'il y a un lien de cause à effet entre le repas de midi à la crèche et l'état alarmant de sa fille. Il se trouve que ce jour-là, Ruby a mangé des œufs brouillés pour la première fois de sa vie.
D'autres examens ont montré par la suite qu'elle présentait aussi une allergie aux arachides. Le médecin explique aux parents la marche à suivre pour administrer une piqûre d'urgence à leur fille si, malgré les mesures préventives, elle venait à subir un nouveau choc allergique. Cette piqûre d'adrénaline peut sauver des vies. De nos jours, les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes. Le plus souvent, ce sont les arachides qui peuvent provoquer des réactions violentes. Une vaste étude a été menée en Europe, soutenue par l'Union européenne. On a constaté que dans certains pays, les allergies alimentaires étaient beaucoup plus rares que dans d'autres, notamment pendant l'enfance. C'est le cas en Grèce, alors qu'ailleurs, le nombre de cas est nettement plus élevé. C'est flagrant dans le cas de l'allergie à l'arachide. En Angleterre, par exemple, le pourcentage d'enfants allergiques est très élevé. L'Allemagne se situe dans la moyenne, alors qu'en Grèce, on ne recense pratiquement aucun cas. On essaie aujourd'hui de comprendre la raison de ces différences. D'une façon générale, toutes les maladies allergiques sont en augmentation. Mais leur cause reste encore mystérieuse. Et pourtant, les aliments industriels sont au cœur des débats, car on les soupçonne d'être à l'origine de ces allergies et d'autres pathologies. L'inquiétude des consommateurs est légitime, et les scandales alimentaires à répétition y ont largement contribué. Cela n'empêche pas les industriels de continuer à attirer le public avec de nouvelles promesses et de réaliser d'énormes chiffres d'affaires. Comme vous voyez, il y a une écharpe passée autour de la petite bouteille, c'est-à-dire que vous buvez une petite gourde d'Actimel chaque matin et vous êtes protégé contre tous les microbes possibles et imaginables. Alors moi, j'avais le sentiment que Actimel mettait en avant le fait qu'on soit, que ça permette justement de renforcer les défenses extérieures. Au fil des ans, Danone a réussi à imprimer ses slogans dans l'esprit des consommateurs à l'aide d'un matraquage publicitaire qui a coûté plusieurs milliards d'euros. Les rayons des supermarchés sont envahis d'aliments qui vantent des effets bénéfiques pour la santé. Par exemple, la réduction du cholestérol. L'association de consommateurs CLCV, basée à Paris, remet en cause le développement des alicaments, ces aliments aux vertus soi-disant thérapeutiques, et qui sont nettement plus chers que les produits de base équivalents. Danone laissait entendre aux consommateurs qu'avec ce produit, on avait affaire finalement à une sorte de vaccin qui pouvait protéger de tout un tas d'infections d'origine digestive, les rhumes en hiver, enfin une palette finalement très large qui faisait de Danone, enfin en tout cas d'Actimel, un aliment miracle et aux vertus pratiquement magiques. Donc ça allait beaucoup plus loin en fait que les preuves scientifiques réelles sur ce produit. C'est ici, dans son laboratoire de Saclay, en région parisienne, que Danone élabore ses yaourts et ses produits laitiers. Les secrets de fabrication du groupe sont aussi bien protégés que ceux d'une usine d'armement. Pendant des semaines, nous tentons d'obtenir une autorisation de tournage. La direction se montre méfiante et finit par nous donner une réponse négative. Nous lui attribuons donc la mention « zéro information ». Aux États-Unis, fin 2010, la filiale américaine de Danone a fait l'objet d'un litige concernant une campagne publicitaire vantant les bénéfices pour la santé du yaourt Activia. Le groupe a été condamné à verser la somme de 21 millions de dollars de dédommagement à plusieurs États américains pour publicité mensongère, une amende record dans le domaine de l'agroalimentaire. En Europe, par contre, Danone continue à vanter les soi-disant bienfaits d'Activia contre les troubles digestifs. Selon le fabricant, une consommation de plusieurs yaourts par jour permettrait de réduire la durée du transit intestinal et de lutter contre les ballonnements. Les industriels en ont aussi profité pour gonfler les prix. Ils promettent aux consommateurs des effets bénéfiques sur le bien-être, mais ces allégations ne reposent sur aucun fondement scientifique. Vous êtes à manger moins sans sensation de faim, mais c'est merveilleux, c'est ce que je cherche. Moi qui veux toujours être au régime, mais qui n'y arrive jamais. En fait, ce produit illustre bien les dérives qui ont eu lieu pendant des années, à savoir que les professionnels ont mis sur le marché des produits en revendiquant des effets santé,
sans avoir les preuves et sans être soumis à un contrôle systématique des effets qu'ils avançaient auprès des consommateurs. Donc aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer, mais c'est une évolution très progressive puisqu'on est en train de demander aux professionnels de l'agroalimentaire de justifier leurs allégations avant de commercialiser le produit. Consciente de l'urgence de la situation, la Commission européenne a estimé qu'il était nécessaire d'agir. L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, analyse actuellement en détail 4000 produits présentés comme bénéfiques pour la santé. Ces 2 dernières années, le FSA a étudié les différents arguments publicitaires des fabricants pour déterminer s'ils étaient fondés ou non sur le plan scientifique. Cette vérification demande du temps. Nous espérons qu'au cours de l'année 2011, une directive définira les affirmations qui peuvent figurer sur les étiquettes et celles qui doivent être supprimées. Ça représente combien d'affirmations ? Je ne veux pas rentrer dans le détail maintenant, mais je vous dirais que 80% des affirmations publicitaires pourraient disparaître. Mais comme je vous l'ai dit, la procédure n'est pas encore achevée. La nouvelle directive s'appliquera aussi aux vitamines. Avant le déferlement sur le marché des yaourts aux vertus magiques, les vitamines, telles des élixirs de longue vie, constituaient un argument de vente décisif. Les vitamines A, C et E sont aussi appelées antioxydants. Elles sont censées piéger les radicaux libres dans le corps, protéger contre le cancer et renforcer le système immunitaire. Cette allégation peut avoir de graves conséquences. En effet, une consommation excessive de vitamines peut avoir l'effet inverse et s'avérer dangereuse pour la santé. Le professeur Risto, de l'université d'Iéna, a effectué une série de tests afin d'analyser les effets des vitamines sur les sportifs. Parallèlement, son équipe médicale a contrôlé l'hémogramme des participants. Nous savons depuis plusieurs décennies que l'activité sportive aide à métaboliser le sucre. Si un sujet pratique un sport et prend en même temps des antioxydants, l'effet est annulé. C'est-à-dire que les antioxydants bloquent les effets bénéfiques du sport. Les sportifs ayant pris des vitamines n'ont pas obtenu de très bons résultats pendant l'entraînement. Ceux qui ont absorbé des placebos, en revanche, ont vu leur performance s'améliorer de façon significative. Une autre étude médicale, réalisée sur près de 200 000 sujets, conclut que la prise d'antioxydants peut même s'avérer extrêmement nocive pour la santé. Cette étude à grande échelle regroupe les données de 49 analyses isolées. En 2009, un groupe de travail danois a décidé de centraliser toutes ces analyses et d'exploiter les résultats en créant des données groupées. Ils ont constaté que la prise d'antioxydants augmentait le risque associé à toute une série de pathologies, notamment les cancers. Le sujet qui prend des antioxydants sous forme de comprimés présente donc un risque plus élevé de cancer. Ce sont avant tout les vitamines A et E et le bêta-carotène qui augmente le risque de cancer. Quant à la vitamine C, ses effets semblent neutres. Malgré toutes ces mises en garde, les vitamines de synthèse ont envahi les rayons des supermarchés. On les trouve sous forme de comprimés et de compléments alimentaires, mais aussi dans les boissons sucrées, les jus de fruits, les salades toutes prêtes, les thés et même dans les aliments pour enfants. Les industriels ignorent manifestement les dernières études médicales sur le sujet et continuent d'ajouter dans leurs produits des substances soi-disant bonnes pour la santé. Le groupe allemand BASF, un des 3 plus grands producteurs de vitamines dans le monde, ne semble pas non plus s'embarrasser de telles études et poursuit son commerce florissant. Là encore, la direction ne souhaite pas se prêter au jeu de l'interview. On a commencé à diffuser les vitamines au XXe siècle. Cela s'appuie davantage sur un précepte dogmatique que sur des faits scientifiques avérés. Bien sûr, ce serait merveilleux s'il suffisait d'avaler 1 ou 2 comprimés de vitamines par jour pour équilibrer une alimentation carencée. Malheureusement, il a été prouvé que cette allégation était fausse. Il est important de dire clairement que ce sont les fruits et légumes qui sont bénéfiques pour la santé. Certes, une question se pose. Comment les fruits et légumes peuvent-ils être bons pour la santé alors qu'ils contiennent aussi des antioxydants? C'est attesté, même s'ils en contiennent, ils sont bénéfiques. En Europe, un homme en bonne santé qui s'alimente de façon équilibrée n'a pas besoin de vitamines de synthèse. Mais alors pourquoi sont-elles autorisées dans les produits alimentaires?
Voici la réponse du ministère fédéral allemand de l'alimentation. Les autorisations sont accordées seulement si les substances en question sont absolument sans danger pour la santé des consommateurs. Dans le même temps, le ministère reconnaît qu'une absorption excessive de vitamines, particulièrement les liposolubles, peut être associée à des risques pour la santé. Mais comment contrôler la quantité de vitamines que l'on absorbe quand on sait qu'elles sont ajoutées aujourd'hui dans un nombre croissant d'aliments? À Bruxelles, on commence à se rendre compte de la nécessité de légiférer afin de définir à l'échelle européenne les quantités maximales de vitamines qui peuvent être ajoutées dans les aliments industriels. Depuis belle lurette, la cuisinière Sarah Wiener a banni de son assiette les vitamines de synthèse et les additifs. Elle achète toujours ses produits frais sur les marchés. Je reviendrai, merci. Ma philosophie, c'est de toujours savoir ce que je mange. Je refuse d'avaler n'importe quoi, juste histoire de me nourrir. Quand on lit l'étiquette de certains produits, c'est un charabia incompréhensible. Moi, je veux savoir ce que je mange. Ça me donne de la force et je me sens bien. Sarah Wiener privilégie le contact direct avec les producteurs pour connaître la provenance des fruits et légumes. Je voudrais d'abord des oignons. Ils viennent de votre ferme? Oui. Où est votre ferme? Ça se trouve où, en fait, Oderau? Oderau, c'est au nord d'Oderbruch, près de Bad Freienwald. Et les pommes de terre, elles viennent de chez vous aussi? On cultive encore la variété Akula. Les autres ne sont pas de chez nous. Quand est-ce que vous avez récolté les betteraves rouges? En automne. Mais je ne connais pas la date précise. On les a aussi stockées. Très bien, je vais en prendre. Je vais faire une salade de pommes et de céleri. Quand on fait ses courses au supermarché, impossible de se renseigner sur l'origine des produits ou sur le mode de production parce que personne n'en sait rien. Oui, c'est vrai. Et on apprécie quand le client nous dit, par exemple, les fraises étaient très bonnes, elles avaient beaucoup de goût. C'est le bon côté de notre métier. Bien, alors je vais cuisiner un petit plat et je reviendrai vous dire comment j'ai trouvé vos légumes. Merci. Même les grands chefs cuisinent parfois des plats express. Et c'est tout à fait possible avec des produits frais. J'ai une recette de pâtes que j'adore. Avec des produits frais, elle est très facile et très rapide à réaliser. Certaines recettes sont aussi rapides à préparer que des plats cuisinés tout prêts. On prend des tomates séchées et on les coupe en morceaux. Des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive, des tomates séchées et des noix, autant d'ingrédients qu'il est facile d'avoir en stock chez soi. J'ai attendu 2-3 minutes. Maintenant, je vérifie les pâtes. On verse un filet d'une excellente huile d'olive. Ensuite, on ajoute l'ail coupé, puis les tomates. Et on verse les pâtes dessus. Plein de persil. Voilà, on peut dresser l'assiette, sans oublier la touche finale du parmesan frais râpé. Honnêtement, mettre au four une pizza toute faite et attendre qu'elle soit cuite, c'est au moins 3 fois plus long. Et ça, c'est bien meilleur. Dans les supermarchés, les produits aromatisés occupent une bonne partie des rayons. Ces notes gustatives intenses sont élaborées par des spécialistes, un peu à la manière des parfumeurs. Mais peu de consommateurs le savent et en sont conscients. Est-ce qu'il y a des arômes? Ananas, agent épaississant, gélifiant, arôme naturel, citrate de sodium. J'aime bien les yaourts avec des morceaux de fruits. C'est plus sympa que les yaourts nature tout bêtes. Ceux-là, je ne les aime pas trop. À part les yaourts nature, je n'en vois aucun qui soit sans arôme. À Paris, Violaine Donadello est également en quête d'un dessert, si possible sans arôme et sans additifs. Pourquoi tu veux pas ça? Parce que c'est moins joli?
Il y a des arômes naturels. Alors arôme naturel, c'est bien sympathique, mais ça veut dire que ce n'est pas un fruit, c'est un arôme. Donc j'ai fait attention. J'ai fait beaucoup plus attention que je suis maman d'ailleurs. En effet, la vigilance s'impose. Les emballages sont trompeurs et dans la plupart des desserts lactés, les fruits sont pour ainsi dire inexistants. Quant aux soi-disant arômes naturels, ils n'ont souvent rien à voir avec de vrais fruits. Un yaourt aromatisé à la pêche. Vous trouvez sans doute ça très bon. Mais en fait, il faut savoir que cet arôme est obtenu à partir de moisissures. Quand ce procédé est bien maîtrisé, il permet d'obtenir tous les arômes possibles et imaginables. Comme les moisissures et les champignons sont des substances naturelles, le fabricant est en droit d'étiqueter arôme naturel même s'il n'y a pas l'ombre d'une pêche dans le yaourt. La prochaine fois que vous achetez des yaourts aromatisés, essayez de penser à des moisissures sur l'emballage. Difficile d'imaginer qu'à partir de ces champignons, on puisse obtenir des arômes de fruits. L'industrie utilise pour produire notamment l'arôme des yaourts à la fraise. Selon les fabricants, ce ne serait pas nocif, mais cela leur permet surtout d'économiser des matières premières naturelles. La législation autorise expressément la production des arômes naturels par voie biotechnologique. On peut ainsi créer des molécules bénéficiant du label naturel. Les arômes qualifiés de naturels sont obtenus à partir de cultures de champignons ou de bactéries. Ce sont des processus de fermentation naturelle qui se produisent dans tous les aliments. Les arômes ne sont pas nécessairement extraits des matières premières végétales, mais ils ont néanmoins l'appellation d'arômes naturels. Il faut également que le consommateur soit informé de la signification de ces termes. Et c'est là que réside la difficulté. On dispose de moins en moins d'informations et de connaissances au sujet de la composition des aliments. Autrement dit, le consommateur ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il se laisse abuser par le terme arôme naturel et s'il imagine que ces yaourts regorgent de fruits goûteux. Les politiciens n'agissent pas toujours de façon sensée, mais plutôt en fonction des décisions des groupes d'intérêt. C'est comme ça, malheureusement. La politique est au service de l'économie. L'imagination des fabricants est sans limite. Ils font miroiter aux consommateurs un monde sain et naturel en ayant recours à des images lénifiantes dans leurs messages publicitaires. Cette soupe contient seulement 2 grammes de champignons, ce qui lui vaut l'appellation de velouté aux champignons des bois. Pour le reste, tous les arômes sont entièrement artificiels. Nous avons demandé une autorisation à Nestlé, propriétaire de la marque Maggi, pour réaliser un tournage dans une usine du sud de l'Allemagne. Curieusement, le premier groupe agroalimentaire du monde a décommandé notre interview en raison d'une indisponibilité, comme nous en avons été poliment informés. Nous tentons alors notre chance auprès de la marque Knorr. Nous voulons savoir pourquoi les fabricants ont aussi recours à des exhausteurs de goût comme le glutamate, un additif très controversé. Le groupe Unilever, propriétaire de Knorr, fait d'abord preuve d'une certaine ouverture. Mais il nous autorise à filmer seulement dans le studio de cuisine et non dans le département de production. La mise en scène est parfaitement rodée. Voici un assortiment d'herbes et de légumes sous forme déshydratée, comme ceux que nous utilisons dans nos produits. Vous avez par exemple des carottes, des asperges, des petits pois, du brocoli, des poireaux, des champignons et du maïs. Le responsable du département recherche et développement accepte de répondre à nos questions. Un aliment déshydraté n'est en aucune façon moins bon qu'un aliment fraîchement cuisiné. Le message est clair, une soupe en sachet serait aussi bonne qu'une soupe préparée avec des légumes frais. Pourtant, quand un aliment est déshydraté et réduit en poudre, il perd de la saveur et de précieux nutriments. Mais en ajoutant des arômes et des exhausteurs de goût aux ingrédients déshydratés, on peut obtenir un plat savoureux. Bien entendu, les fabricants n'aiment pas dévoiler leurs petits secrets de fabrication. Si les industriels ont recours au glutamate, c'est pour 2 raisons principales. Il rehausse le goût des autres ingrédients présents dans le produit. Et par conséquent, il permet de réduire la proportion de sel dans la préparation. On contribue ainsi à élaborer une alimentation mieux équilibrée.
Le glutamate est un additif controversé depuis longtemps. D'après certaines études, il est nocif pour le cerveau. Par ailleurs, il stimule l'appétit de façon excessive, comme on l'a constaté chez les rats. C'est pour cela qu'il est... Et pour finir, un peu d'extrait de levure, qui remplace le bouillon de légumes dans notre recette. Depuis que le glutamate a mauvaise presse, les industriels misent sur l'extrait de levure qui inspire davantage confiance. L'extrait de levure n'est pas un exhausteur de goût, mais un aliment naturel. Il possède une saveur qui lui est propre, contrairement au glutamate, par exemple, qui n'a pas de goût caractéristique. Et pourtant, l'extrait de levure contient lui aussi du glutamate. Les fabricants affirment qu'il ne s'agit pas d'un exhausteur de goût. C'est en fait une invention des stratèges du marketing. Pour moi, c'est une supercherie. Les fabricants mettent quand même du glutamate dans leurs produits, par des voies détournées, en utilisant des additifs bon marché comme l'extrait de levure ou des substances similaires. Et ils ont le culot d'affirmer que leurs produits sont exempts de glutamate. Ces allégations trompeuses sont en fait des incitations à l'achat. Elles ont provoqué une levée de boucliers au sein de l'Association de défense des consommateurs de Hambourg. Celle-ci a décidé de passer au crible 152 produits affichant des garanties de sécurité alimentaire qui induisent le client en erreur quant à l'absence d'exhausteur de goût. Les étiquetages laissent penser au consommateur qu'il a affaire à des produits sains. Malheureusement, on a constaté que les fabricants avaient recours à beaucoup de succédanés. Par exemple, 92% des produits annoncés sans exhausteur de goût contiennent en fait de l'extrait de levure. Les fabricants n'hésitent pas à tromper les consommateurs. Ils leur promettent monts et merveilles pour les inciter à acheter. En fin de compte, il s'agit souvent de supercheries. Et ce n'est pas une évolution réjouissante pour le domaine de l'agroalimentaire. Les associations de consommateurs exigent depuis longtemps que le législateur européen impose des dispositions plus claires en matière de déclaration, afin d'empêcher autant que possible toute forme de tromperie. Quand les fabricants affirment que leurs produits sont sans exhausteur de goût, alors qu'ils contiennent de l'extrait de levure, il s'agit à mon avis d'une tromperie. Dans le contexte européen, nous sommes en train d'examiner la manière d'empêcher une telle contradiction. Tant que les consommateurs ne s'organiseront pas, rien ne bougera. J'ai constaté que les politiciens agissaient souvent en fonction de la pression dont ils faisaient l'objet. Cela veut dire que nous devons faire pression sur le gouvernement. L'entreprise Frosta, située à Bremerhaven, a réagi, elle, à la pression économique. La direction a pris une importante décision à long terme. Depuis plusieurs années, ce fabricant de plats cuisinés surgelés a renoncé à l'emploi de tout additif, arôme et exhausteur de goût. Frosta a modifié son positionnement sur le marché en se distinguant des fabricants bas de gamme. Nous avons voulu savoir ce qu'impliquait l'abandon des additifs et quel défi cela représentait pour l'entreprise. Dans le département des épices, on pèse les mélanges gustatifs qui entrent dans la composition de la poêlée asiatique ou du bami goreng, par exemple. Le responsable du développement s'est occupé de la modification de la production des plats. Ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne trouve pas les substances qui sont souvent employées ailleurs. On pourrait très bien prendre un arôme du genre asiatique, ou curry, ou bami, peu importe. Et alors on n'aurait pas besoin de toutes les épices que vous voyez ici. En y ajoutant un exhausteur de goût ou de l'extrait de levure, on pourrait obtenir une saveur similaire à celle de nos produits. Chez Frosta, on emploie aussi de l'ail frais. Il serait plus simple d'utiliser de la poudre d'ail, mais sa saveur est moins intense, et cela irait à l'encontre de la philosophie de l'entreprise. Seul bémol, certains plats n'étaient plus adaptés au nouveau mode de production. Nous avions par exemple une recette appelée poêlée de Louisiane, qui avait un goût de barbecue très prononcé. Nous n'avons pas réussi à la fabriquer sans additifs. Or, sans l'arôme fumé en question, le résultat n'était pas satisfaisant. Nous avons essayé avec de la viande fumée, mais ça n'a rien donné. Alors on l'a retiré du marché. Le repositionnement de Frosta ne s'est pas fait sans douleur. L'entreprise a bien failli mettre la clé sous la porte. En 2002, quand elle a décidé de ce changement de cap radical, elle a vu son chiffre d'affaires s'effondrer. En effet,
l'utilisation d'ingrédients frais fait grimper le prix de vente des produits de 10 à 20%. Il aura fallu un certain temps pour que la nouvelle stratégie commerciale porte ses fruits. Pour Sarah Wiener, le goût est avant tout une question personnelle. Elle refuse les préparations toutes prêtes car à ses yeux, ce sont précisément les petites différences qui font la saveur d'un plat. Je trouve ça bien que le goût d'un potage aux betteraves varie d'un jour à l'autre. Je ne veux pas qu'une soupe ait exactement la même saveur tous les jours de l'année et qu'elle formate mon goût. Sinon, on va finir par retrouver les mêmes choses à Vienne, à Rome, en Finlande, en Afrique et en Amérique du Nord. On fait revenir brièvement les légumes pour laisser les arômes s'épanouir. Si les enfants apprennent à connaître différentes saveurs dès le plus jeune âge, leur perception est affinée. Les produits frais comme le cumin, le poivre, le citron et le bouillon de légumes permettent de relever un plat. Et une lichette de vin blanc. Par contre, les plats cuisinés industriels, au goût uniformisé et standardisé, émoussent peu à peu le sens gustatif. Pour que ça n'éclabousse pas partout, couvrez la casserole avec un chiffon. Votre garde-robe appréciera. On râpe un peu de réfort sur les croûtons et on les pose dans l'assiette. Et voilà. Et pour terminer, un brin de persil. Les additifs artificiels ne sont pas les seules substances qui posent problème. Bon nombre de produits industriels sont riches en sucres ajoutés. Même les mueslis et autres céréales pour le petit déjeuner. Or, un excès de sucre peut entraîner une dépendance. Nougat chocolaté, c'est mieux que du bio pour sûr. D'accord, mais ça a meilleur goût. Alors, huile végétale, chocolat, sucre, pâte de cacao, poudre de cacao, arôme bien sûr, et 15 grammes de sucre par portion. Si tu prends une portion de 30 grammes, ça veut dire que la moitié c'est du sucre. C'est pas si grave. Tu ne peux pas avaler autant de sucre le matin. La moitié de ton bol de céréales, c'est du sucre. Allez, pour une fois. C'est pas dramatique. Ça va, je connais la musique. Le matin, tu en avales un bol plein et en 3 jours, le paquet est vide. Et comme ça, tu pourras racheter ton muesli bio après. Bon, d'accord, on achète ça, mais c'est exceptionnel. Pia Kevenich se heurte aux mêmes difficultés que beaucoup de mères de famille. Difficile de trouver des arguments face au pouvoir addictif du sucre. Voici le point de vue de la société Kellogg's. La teneur en sucre n'est pas un critère pertinent pour juger si un petit déjeuner est équilibré ou non, et ce critère ne doit pas être considéré isolément. Mais beaucoup d'autres aliments contiennent des sucres ajoutés. Les sodas, les sauces pour salade, la charcuterie, le fumet de poisson et même certains produits soi-disant diététiques. L'industrie agroalimentaire surfe volontiers sur la vague du fitness. Si on prend par exemple cette boisson au thé jaune, appelée Physalis jaune, elle ne contient que 15% de thé jaune et le Physalis n'est présent qu'à des doses homéopathiques. Par contre, dans cette bouteille de 2 litres, il y a 44 morceaux de sucre. D'après le fabricant, la société Pfanner, la teneur en Physalis dans cette boisson au thé n'est pas pertinente. On n'a d'ailleurs pas voulu nous communiquer de chiffres sur la teneur effective en fruits. Montedrink est une boisson chocolatée présentée comme une collation saine pour les enfants. En réalité, elle est extrêmement sucrée. Elle contient plus de sucre par litre que le Coca-Cola. Bien sûr, l'étiquetage n'est pas explicite. C'est tout sauf un encas. C'est une sucrerie déguisée qui contribue essentiellement au surpoids chez les enfants. Ce à quoi le fabricant répond: les consommateurs refusent les produits entièrement exempts de sucre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'élaborer des produits contenant la saveur sucrée avec aussi peu de sucre que possible. La consommation de sucre a énormément progressé. En Allemagne, elle s'élève à 40 kilos par habitant et par an. En Amérique, 60 kilos. Or, il faut savoir que l'être humain n'a pas besoin de sucre. Les enfants et les adolescents ne sont pas en reste et consomment eux aussi de plus en plus de sucre. Le surpoids est devenu un problème de santé publique. La jeune Laetitia, elle aussi, doit lutter contre ces kilos superflus.
2 fois par semaine, elle se rend dans un centre sportif spécialisé pour les personnes en surpoids. Ça fait plaisir quand on a l'impression d'être avec des gens comme soi, qui ont une masse corporelle un peu supérieure à la moyenne. Les joueurs de hockey à ma gauche, regardez vos partenaires. C'est parti. Les adolescents doivent toujours rester en mouvement, l'idée étant de redécouvrir le plaisir de l'enfance en pratiquant des activités physiques. Ce programme s'accompagne d'une modification des habitudes alimentaires. Quand de nouveaux ados arrivent ici, ils apportent leur boisson sucrée, coca ou jus de pomme par exemple. Et la première chose qu'on leur dit, c'est de laisser tomber tout ça. On leur conseille de boire plutôt de l'eau minérale. Le problème majeur, ce sont les hydrates de carbone et les sucres cachés dans ces boissons. S'ils arrivent à s'en passer, à mon avis, ils arriveront assez vite à se débarrasser du reste, c'est-à-dire les graisses et les sucres présents dans l'alimentation. L'absorption de nourriture et la dépense d'énergie doivent s'équilibrer. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des risques graves pour la santé. Un adolescent de 16, 17 ou 18 ans qui est en surpoids, disons depuis 6 ou 7 ans, et qui souffre d'obésité, on pourrait presque le comparer à un adulte de 50 ou 60 ans. Il présente des signes similaires d'usure de l'organisme et de problèmes métaboliques. En France, 5% des enfants souffrent d'obésité. En Allemagne, plus de 6% des enfants sont dans ce cas. Ce pourcentage a doublé en l'espace d'une décennie. L'université de Hohenheim a publié récemment une étude qui confirme l'augmentation préoccupante du surpoids chez les enfants. Cette étude explicite avant tout les risques que présente l'obésité. Les chercheurs étudient le lien entre la consommation de fructose et les maladies hépatiques comme la stéatose chez les enfants âgés de 5 à 8 ans. Cette étude a été réalisée sur 100 enfants en surpoids, mais que l'on supposait jusque-là en bonne santé. On a été très surpris de constater que 80% de ces enfants, considérés comme des sujets en bonne santé, présentaient certains déséquilibres. Tension élevée, taux de cholestérol ou de triglycérides excessifs, dégénérescence graisseuse du foie ou encore tolérance au glucose perturbée. Autant d'indicateurs de risque de diabète. L'étude a conclu que près de 40% des enfants entraient dans la catégorie du syndrome métabolique. Bonjour Marius. Bonjour. Bonjour. Le docteur Fischer, pédiatre, a lui aussi été surpris par le nombre de pathologies découvertes au cours de l'étude. Près de la moitié des enfants examinés, âgés de 4 à 8 ans, présentaient en effet un symptôme métabolique, c'est-à-dire divers troubles du métabolisme. Tu fais quoi comme sport, Marius? Le lundi, je fais de la gym. Le mardi, j'ai entraînement de foot. Le mercredi, rien. Le jeudi, tennis. Le vendredi, sport à l'école. Et mercredi, en fait, j'ai aussi sport à l'école. C'est bien tout ça. Et qu'avez-vous changé dans votre alimentation? On mange plus de légumes. Et comment tu te sens, ça va? Oui. Tu as déjà perdu du poids? Non. Nous sommes étonnés que nos mesures ne soient pas plus efficaces. J'estime qu'il est préférable de faire de la prévention. C'est mieux que d'essayer de faire machine arrière quand les enfants sont déjà en surpoids. Les enfants ont de plus en plus de mal à résister aux tentations de l'industrie agroalimentaire. Tout comme les adultes d'ailleurs. Autrefois, le sucre était un luxe. À notre époque, il est omniprésent. Ces enfants risquent de souffrir prématurément d'une calcification des artères ou d'artériosclérose avec les conséquences que l'on connaît, infarctus ou accident vasculaire cérébral qui peuvent survenir chez le jeune adulte ou même chez l'adolescent. Les associations de consommateurs se battent depuis longtemps pour que les industriels renoncent à cet excès de sucre ajouté, avant tout dans les aliments et les boissons pour enfants. Il faudrait signaler clairement aux consommateurs le pourcentage élevé de matières grasses et de sucre. Pour une meilleure information, des indicateurs colorés pourraient mettre en relief la composition des produits. Un feu rouge pourrait signaler une teneur trop élevée en sucre ou en graisse, un feu jaune une teneur moyenne et un feu vert une teneur faible. En 2010, au Parlement européen, ce sont avant tout les partis conservateurs qui ont rejeté la mise en place de ce type d'indicateur.
alors que les pédiatres et les caisses de sécurité sociale soutenaient vivement cette initiative. Cette question a fait l'objet d'une polémique très virulente au sein du Parlement. L'industrie agroalimentaire a fait du lobbying comme jamais. Elle a investi au total près d'1 milliard d'euros dans une campagne visant à empêcher l'adoption de cette mesure. Les députés ont été approchés directement et les listes de vote ont été présentées de telle façon qu'ils votent contre cette mesure. À cet égard, ce débat a été assez inhabituel. Nous tentons d'obtenir plus d'informations auprès du siège de l'Association de l'industrie agroalimentaire à Bruxelles. Mais notre rendez-vous est annulé à la dernière minute. On nous affirme que la question des indicateurs est réglée depuis longtemps. Si on indiquait clairement la teneur en sucre ou en graisse sur les emballages, l'image de marque des groupes comme Nestlé, Kraft ou Kellogg's en prendrait un coup, car cela ferait fuir les consommateurs. Pourquoi leurs produits sont-ils aussi sucrés? Parce que le sucre est un transmetteur de goût et les enfants adorent cette saveur. C'est pour cela que l'industrie fait des pieds et des mains pour s'opposer à la transparence de l'information. Chaque année en Europe, on estime que les mauvaises habitudes alimentaires de la population coûtent à la société quelques 100 milliards d'euros. Cette situation ne pourra évoluer que si les industriels de l'agroalimentaire prennent leur part de responsabilité et fabriquent des produits plus sains. On peut éviter les problèmes de surpoids en consommant des aliments frais et très peu transformés. Voici une autre recette délicieuse, simple et rapide à préparer, et pauvre en calories. Une salade au céleri et aux pommes, un classique. Prenez une belle pomme, qui n'est pas traitée, ça je le sais. Toutes les études alimentaires fondées sur le plan scientifique s'accordent à dire que les fruits et légumes constituent la base d'une alimentation saine. Les noix contiennent également des nutriments importants dont l'organisme a besoin. On coupe les noix en petits morceaux. Les noix sont une bonne nourriture pour le cerveau. Elles contiennent beaucoup d'acides gras oméga 3 et elles permettent de tenir le coup toute la journée car elles donnent beaucoup d'énergie. J'adore ça. Il faut également veiller à la qualité des produits frais, car il peut y avoir de grandes différences d'un aliment à l'autre. Et voilà, c'est prêt. J'aimerais bien redécouvrir des variétés de fruits et légumes un peu tombés dans l'oubli et goûter des aliments faisant appel au sens du goût et de l'odorat, pas seulement à la vue, et surtout sans avoir le droit de rien toucher. Dans les supermarchés, tout est accentué. Les légumes rouges, par exemple, sont bien rouges. L'essentiel, c'est qu'ils aient l'air frais et bien gonflés, qu'ils soient normalisés. De nos jours, dans les supermarchés, l'offre en fruits et légumes n'a jamais été aussi variée. Les salades, tomates et poivrons ont l'air frais et croquants. Pourtant, en faisant ses courses, Pia Kevenich reste sceptique. J'aimerais bien savoir comment ces légumes ont été fertilisés et à quels produits ils ont été exposés. J'imagine qu'ils sont cultivés sous serre. En soi, ce n'est pas si grave, mais on aimerait avoir des informations au sujet des engrais et des pesticides employés, car ils se déposent sur la peau des légumes et donc on les avale. On devrait peut-être aller voir à quoi ils ressemblent au rayon bio. On va jeter un œil, d'accord? Ils ont sûrement des poivrons rouges. Pia Kevenich n'a plus confiance en l'agriculture conventionnelle. Depuis des années, elle achète des produits bio. J'ai lu plusieurs rapports de l'organisation Greenpeace qui mettent le consommateur en garde au sujet de différentes variétés de fruits et légumes qui dépassent le taux de pesticides autorisés. En achetant bio, j'espère au moins manger un peu plus sainement. En janvier 2011, plusieurs enseignes de supermarchés allemands ont dû retirer de leurs rayons des poivrons provenant d'Espagne. On a identifié sur ces légumes des résidus du régulateur de croissance Etefon, qui dépassaient le seuil maximal autorisé. Or,
ce pesticide est une substance neurotoxique dont l'utilisation est interdite en Espagne. Plusieurs fois par an, Greenpeace, basé à Hambourg, achète des échantillons de fruits et légumes dans toute l'Allemagne et les fait analyser ensuite par un laboratoire indépendant. L'enseigne Lidl a constaté que les poivrons jaunes et rouges contenaient des résidus de ce régulateur de croissance, l'étéphon, au-delà de la limite autorisée. Tous ces légumes ont été rappelés. Dans le même temps, on a publié les résultats de notre test et on a constaté que d'autres enseignes étaient concernées, Kaiser Stengelmann et Netto. L'Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire nous ont informé qu'au total, au moins 30 tonnes de poivrons devaient être retirées du marché. Voici la plus grande région de production de légumes en Europe, près d'Almeria, en Espagne. Les milliers de serres forment une véritable mer de plastique, sous laquelle on récolte chaque année 2,6 millions de tonnes de poivrons, de tomates, de concombres, de courgettes et d'aubergines. Il n'a pas été facile de trouver un agriculteur qui accepte notre équipe de tournage. Ici, on se méfie beaucoup des médias, car ils font souvent des reportages sur le dépassement des limites autorisées de pesticides. Andrés Góngora, président d'une coopérative locale, nous autorise à filmer à l'intérieur de sa serre. Il cultive des tomates sur 1,5 hectare de sol sableux. Depuis le scandale des pesticides, survenu en 2007, la réputation de la région agricole d'Almeria s'est ternie. Les enseignes alimentaires ont boycotté l'achat de légumes espagnols en raison du taux de résidus trop élevé. Pour les petits producteurs de la région, ça a été un coup dur. Dans la région, la mentalité des agriculteurs a pas mal évolué depuis. Bien sûr, nous devons toujours lutter contre les parasites, mais nous avons aussi appris à vivre avec un certain niveau de parasites à l'intérieur de nos serres. La plupart des agriculteurs utilisent aujourd'hui des quantités plus faibles de pesticides. Et certains, comme Andrés Góngora, travaillent aussi avec des insectes utiles qui exterminent les nuisibles. Des analyses régulières indiquent que la plupart du temps, la limite légale autorisée pour chaque type de résidu est respectée. Mais cela entraîne un autre problème. Certes, on a constaté que les concentrations de chaque pesticide ont diminué. En revanche, certains producteurs utilisent maintenant une plus grande variété de pesticides. De cette façon, ils contournent le dépassement des limites autorisées. Ils obtiennent le même effet en utilisant une quantité inférieure de chaque type de pesticide. Ainsi, ils restent nettement au-dessous des seuils maximaux autorisés. Les contrôles sont de plus en plus stricts. C'est pour ça qu'on découvre davantage de résidus. Actuellement, des analyses sont effectuées sur environ 70 substances actives, ce qui aurait été encore impensable l'année dernière. Difficile de vérifier si la quantité de résidus a augmenté parce que les agriculteurs ont multiplié les pesticides ou parce que les contrôles sont devenus plus stricts. Le fait est que l'utilisation de multiples pesticides est désormais la règle dans toute l'Europe. Il n'est pas inhabituel de déceler la présence d'une quinzaine de substances actives dans certaines variétés de légumes. Moi qui suis toxicologue, ça me met vraiment en colère. D'accord, les limites légales sont respectées et les produits sont commercialisables. Mais ils contiennent tout un tas de substances très difficiles à évaluer au plan toxicologique, car nous ne connaissons pas exactement les effets des interactions entre ces substances, ni leurs réactions dans l'organisme humain. Nous exigeons que l'ensemble des effets des différents pesticides soient évalués. C'est le minimum d'informations requis. On craint que l'effet de certains pesticides ne soit amplifié à l'intérieur de l'organisme humain. Et pourtant, les autorités fédérales compétentes restent étonnamment passives. Depuis des décennies, on tente de résoudre la question de ces résidus multiples. Ils sont indésirables, c'est évident. Pourquoi ne fixe-t-on pas une limite légale? Par exemple, 5 pesticides au maximum. Quel est le problème? Ce n'est pas si simple.
Prenez un terrain cultivé. Si vous voulez à la fois le désherber, lutter contre les insectes nuisibles et lutter contre les champignons, vous devez en théorie utiliser déjà 3 matières actives. Et si vous êtes amené à utiliser ces matières actives plusieurs fois pendant la période de végétation, il est souvent recommandé d'en changer pour éviter, par exemple, la résistance aux pesticides. Visiblement, l'Office fédéral pour la sécurité alimentaire se fait l'écho de l'industrie agricole. Les intérêts des consommateurs semblent passer au second plan. Le grand problème, c'est que les toxicologues ne disposent pas suffisamment de documents concernant la toxicité de ces produits phytosanitaires. Pourquoi? Parce que les sociétés qui veulent obtenir les brevets pour ces produits réalisent elles-mêmes les tests d'évaluation. Et les documents en question ne sont pas consultables en libre accès. C'est tout à fait inacceptable. Il faut prendre aussi en compte l'intérêt du demandeur du brevet, qui après tout vit de sa propriété intellectuelle. Par exemple, d'après les industriels, le développement de A à Z d'un nouveau produit phytosanitaire représente un coût d'environ 300 millions d'euros. Je ne suis pas du tout convaincu de ça, car le principal intéressé, en fin de compte, c'est le consommateur. Et c'est lui qui trinque si un pesticide n'a pas fait l'objet d'une étude toxicologique suffisante. C'est pourquoi je demande instamment le libre accès aux données existantes sur la toxicité des pesticides. Le docteur Dominique Bellepomme, spécialiste du cancer, a étudié les effets des pesticides sur des ouvriers bananiers aux Antilles, chez qui on a fréquemment constaté des cas de cancer. Ce n'est pas la dose elle-même qui fait le poison, c'est la répétition des doses. Autrement dit, de faibles doses, même peut-être à la limite du seuil de détection de nos appareils de mesure, si elles sont répétées, vont finir à la longue par induire ces maladies, cancer, malformation congénitale, maladie du système nerveux, troubles de la reproduction. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les normes réglementaires n'étant pas adaptées, ne protègent absolument pas les citoyens que nous sommes. Heureusement, de plus en plus de maraîchers passent à l'agriculture biologique, montrant ainsi qu'une autre voie est possible. À Almeria, 15% des agriculteurs ont aujourd'hui franchi le pas. Ruben Nieto Galera, jeune ingénieur agronome, a acquis à la sueur de son front le savoir-faire nécessaire. En effet, le maniement des insectes auxiliaires demande beaucoup d'expérience et une grande dextérité. Pour lutter contre le fléau de la mineuse de la tomate, ou Tuta absoluta, on a recours à un insecte particulier, le Nesidiocoris. C'est relativement efficace, mais on arrive à ne se débarrasser que de 50 à 60% des insectes nuisibles, jamais de la totalité. Les insectes auxiliaires qui vont éradiquer les ravageurs doivent être bichonnés. À l'achat, ils coûtent plus cher que les pesticides et cet investissement supplémentaire n'est pas synonyme de gains plus élevés. En effet, les agriculteurs bio gagnent environ 20% de moins que les agriculteurs conventionnels. Si on compare le cours d'une production écologique à celui d'une production conventionnelle, la plupart du temps, les prix sont équivalents. Parfois, la différence peut valoir le coût, mais le plus souvent, c'est équivalent. Le problème de l'agriculture bio tient au fait qu'on a des rendements moins importants qu'avec l'agriculture conventionnelle. Des agriculteurs comme Ruben Nieto Galera seront mieux payés seulement si la demande en aliments biologiques augmente. C'est à cette condition que ces cultures seront rentables. Pour réduire la quantité de pesticides dans notre assiette, il faudrait développer la production d'aliments biologiques. Pour réduire les additifs, un étiquetage plus clair est nécessaire. Quant aux publicités trompeuses, on pourrait les éviter en se tournant vers des produits plus éthiques. En adoptant une démarche de consommation citoyenne, le consommateur a le pouvoir de choisir les produits qui vont finalement s'imposer sur le marché.